Je suis un militant libanais, arabe et palestinien, issu de l'expérience ou de parcours révolutionnaire palestinien libanais. Tout naturellement, le parcours libanais et palestinien, c'est un parcours commun qui a une longue histoire et on peut dire qu'il a commencé avec la révolution moderne de la résistance palestinienne qui a débuté suite à la défaite de 67, autrement dit, à partir des années 68, 69 et jusqu'à nos jours. Donc, comme tout militant communiste qui a accompagné ce parcours-là et qui fait partie de ce parcours, j'ai connu des diverses étapes dans la dynamique de la lutte, aussi bien dans la guerre civile libanaise qu'au niveau des opérations qui touchent à des domaines plus ou moins étrangers à la lutte nationale, locale. Et ceci dit, c'est une petite contribution à la lutte. Et la prison fait partie de la dynamique de la lutte. Tout naturellement, la catégorie de prisonniers politiques, c'est quelque chose qui demande une certaine clarification, parce que ça laisse penser à des attitudes pompeuses et qui n'ont pas lieu d'être. La prison, d'une manière générale, c'est un incident de parcours pour tout militant. Toute la question se pose quand la prison s'éternise. Ça veut dire quand les organisations qui sont porteuses des projectualités et des programmes de la lutte ne sont pas préparées pour faire sortir leurs camarades de prison. Et ça n'empêche qu'au courant de la révolution palestinienne, la libération des prisonniers a toujours été un moment de grande effervescence et qui a eu et qui a toujours des retentissements aussi bien local, régional qu'international. Donc, quand je dis que la prison, c'est un incident de parcours de tout militant, autrement dit, le fait d'être arrêté, ça fait partie de la quotidienneté des militants. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de plus normal dans la vie d'un militant qu'il soit capturé et qu'il entre en prison, qu'il passe une semaine, un mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. La dynamique de la lutte, le rapport de force entre les forces de la bourgeoisie et les protagonistes de la lutte révolutionnaire, c'est un affrontement. Cet affrontement, la prison, elle fait partie. Elle fait partie de la panoplie qui est à la disposition de la contre-révolution et à la disposition de la bourgeoisie dans cette guerre. Donc, entrer en prison ou être arrêté, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ceci étant, la prison n'est pas faite simplement pour les militants qui sont catalogués en tant que militants politiques. Les masses populaires, dans leur vie quotidiennement, ils affrontent la prison, ils affrontent la magistrature, le droit, les juges, ils affrontent les policiers, ils affrontent ceux qui interrogent. D'où la notion, elle est beaucoup plus large qu'une question de prisonnier politique ou non politique. Quand elle prend la dimension, on va la cataloguer en tant que prisonnier politique, on cerne la fraction de la détention carcérale qui est la plus organisée. Parce que la majorité des prisons, elles sont remplies par des hommes et des femmes de la société.
la plupart du temps, ce sont les classes dangereuses qui connaissent la prison. Ce sont les ouvriers, les chômeurs, les fils des ouvriers, les précarisés dans la vie qui entrent en prison. Le militant, il est parmi cette masse. À la différence de la majorité de cette masse, lui, il est organisé. Donc, il est mieux armé pour affronter la prison. Et aussi bien au niveau de la conscience qu'au niveau des rapports qu'il a avec la réalité mouvante de la société. Quand on limite la thématique de la prison aux prisonniers engagés politiquement, ça restreint un peu. Ça restreint et ça nous amène à voir comment on résiste en prison. Est-ce qu'on résiste en tant que prisonnier ou en tant que militant engagé? Si on résiste en tant que prisonnier, nous sommes des humains comme tous les humains. Ça veut dire que ce soit toi qui es un militant et que tu entres en prison, ou que ce soit lui qui a volé sa grand-mère et qui est entré en prison, ou qui a enfreint les lois de la bourgeoisie qui gère la société injuste. C'est les mêmes. À titre individuel, à ce moment-là, le catalogue de politique et non politique n'a pas de sens. Il a de sens quand tu en traites ta position en tant que militant qui lutte dans des conditions particulières. C'est à ce moment-là qu'il y a la différence qualitative. Il y a la différence entre le prisonnier communiste, le prisonnier anarchiste, le prisonnier conseilliste, etc., à ce niveau-là. Et c'est très important de faire le distinguo entre les deux. Ça veut dire, si tu parles de la répression, toutes les prisons, la prison, elle est en soi un moyen de pression. C'est le lieu de la répression. C'est le pilier de l'architecture répressive de l'État bourgeois, de l'État tout court, de là où il y a l'exploitation. Ça veut dire la prison, le juge, ça veut dire les tribunaux et la police. C'est les trépieds du gouvernement et de l'État bourgeois. C'est que tu sois engagé ou pas, tu vas l'affronter. Ça veut dire celui qui est dans la rue, qui va chaparder ici, ou qui va manifester, ou qui va faire un meeting, ou qui va appeler à des revendications tout à fait ordinaires. Aussi, il affronte tout cet arsenal. Le prisonnier dit politique, c'est le camarade qui est engagé et qui vise, qui connaît tout ce paramètre et qui prend un rôle tout particulier. Ça veut dire un rôle beaucoup plus engagé que le commun du monde. Quand il est captif, quand il est capturé, quand il est en prison, il subit un traitement particulier. Ce n'est pas nécessairement toujours beaucoup plus mauvais que le reste du monde. Mais son rôle, il est différent à ce moment-là. Son rôle, il est différent, pas parce qu'il est prisonnier, parce qu'il est un militant qui est dans les conditions d'enfermement. C'est à ce niveau-là que toute l'organisation à laquelle il appartient, elle est censée traiter le sujet. C'est dans ce périmètre, on peut dire, il est anormal que quelqu'un passe des années en prison au moment où il y a des camarades dehors. On peut comprendre qu'il y a le reste d'une organisation qui peut rester, passer sa vie en prison, comme il peut être condamné à mort, etc., etc. Mais du moment où il y a une organisation opérante, avoir un camarade en prison durant des années, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est au niveau théorique et au niveau de la praxis de cette théorie qu'on peut résoudre ce problème. C'est-à-dire, on peut dire que parler de l'enfermement du militant politique, c'est un sujet très carré. C'est-à-dire, il y a une organisation, un des membres de cette organisation se trouve en prison. Cette question, elle pose sa façon d'accepter l'enfermement pour une courte période ou pour une longue période. C'est fonction de l'organisation qui va le décider. L'organisation, si elle accepte que ses camarades passent des années en prison, elle va se comporter en fonction de ça. C'est son choix.
C'est le choix de toute l'organisation, ce n'est pas son choix à lui. Comment on va l'entretenir? Bah, ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Du moment où tu acceptes l'enfermement pour tes camarades, on peut dire que tu as abdiqué de la lutte globale. Parce que la prison, c'est une institution à détruire. Tout naturellement, comme n'importe quel prisonnier révolutionnaire, je suis un abolitionniste. Ça veut dire que je considère que la prison en soi, elle est contre-productive pour la société civile. Qu'elle soit progressiste ou non. C'est une institution qui a été à l'épreuve durant plus d'un siècle et qui a prouvé qu'elle est contre-productive. Ça veut dire qu'elle ne produit pas une solution aux infractions, entre parenthèses, sociétaux. Celui qui a violenté sa voisine, celui qui a chapardé le magasin, en l'enfermant, on ne le réforme pas. Chaque fois qu'il y a un individu qui entre en prison, il revient et il fait d'autres infractions. C'est dans le sens absolu du terme. Quand il s'agit des camarades politiques, ça veut dire des hommes et des femmes qui ont un projet de changement de la société, ils ont un positionnement, ils sont censés avoir une position par rapport à cette institution. Ou bien, ils considèrent que cette institution, il faut la détruire et l'abolir, comme la police de la bourgeoisie, comme les tribunaux de la bourgeoisie, ou bien non. C'est fonction de l'organisation, de ses programmes, de ses projectualités, de son contenu de classe, autrement dit. Si c'est une organisation qui est une organisation prolétarienne ou prolétaire, qui est pour l'épanouissement et pour l'abolition de l'exploitation et de l'aliénation, alors on peut considérer qu'elle ne peut pas ne pas être abolitionniste. Elle ne peut pas accepter qu'il y ait des flics qui fricaillent la population. Elle ne peut pas accepter que les magistrats font la vie et la mort des masses populaires. Elle a une réponse à tous ces questionnements. Bon, bref, l'important pour nous, aujourd'hui, si je suis un militant et j'appartiens ou j'adhère à une organisation qui lutte contre tout, sans avoir une clairvoyance qu'elle décide, il ne va pas passer 30 ans en prison, mais il passe. Tout naturellement, comment je peux me comporter? Je me comporte en tant que révolutionnaire en prison qui va participer à la vie de son organisation. Il n'est pas complètement séparé. Tout naturellement, l'expérience prouve que les camarades prisonniers, s'ils n'ont pas l'appui de l'organisation, s'ils ne sont pas dans une certaine mesure enveloppés par l'espace des luttes revendicatives, ils étouffent en prison. Pour qu'ils puissent s'inscrire dans la dynamique et dans le processus de la lutte réellement existante, il faut que le soutien s'inscrive dans cette dynamique. On ne peut pas apporter la solidarité à un prisonnier si on ne se adhère pas au processus de la lutte de ce prisonnier. Si je suis un militant qui lutte pour la libération du prolétariat, les soutiens qui va m'apporter sa solidarité, il va s'inscrire dans la dynamique de la lutte de ce prolétariat réellement existant et non pas chimériquement imaginé. Ça veut dire dans cette société, il y a des hommes et des femmes qui manifestent et qui luttent, qui font des meetings, qui font, etc. La solidarité avec moi, elle va s'inscrire dans la dynamique de ces hommes et de ces femmes. Et non pas en apportant l'amour et un peu de confort. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a une possibilité que j'intervienne dans la dynamique de la lutte, il faut que j'intervienne. Et mes camarades, il faut qu'ils soient le support de cette intervention. Autrement dit, il faut qu'ils soient ceux et celles qui vont subir l'action de la bourgeoisie qui m'a mis en prison. Parce que cette bourgeoisie, si elle m'a mis en prison, c'est pas pour une activité politique. Cette activité politique, en principe, si j'appartiens à une organisation prolétarienne, elle est une activité de lutte de prolétariat. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il faut qu'il soit dans ces manifestations. Chaque fois qu'il y a une occupation d'un lieu déterminé, les supports ils vont être à l'avant-garde en fait. Mais c'est l'organisation tout entière qui va accepter ça. Est-ce qu'elle va accepter ou pas ce rapport dialectique entre les deux? Il participe aussi bien à ta résistance en tant que prisonnier et à la radicalisation ou
la non-radicalisation de l'organisation. C'est dans ce dilemme-là où la solidarité s'inscrit dans la dynamique de la lutte et non pas en dehors de la lutte. Partant de là, on considère que la libération des camarades s'inscrit dans un rapport de force entre le mouvement des masses et le pouvoir politique. Tant que le pouvoir politique trouve que votre détention coûte moins cher que votre libération, vous restez en prison. Ça veut dire que la magistrature, elle a un rôle. Son rôle, c'est de défendre l'ordre établi. Et tant que toi, en tant que prisonnier, tu ne coûtes pas cher au niveau politique à la strate qui gouverne, les autres, elles sont incluses dans la dynamique de ces magistrats qui vont dire non pour sa libération conditionnelle. Quand le mouvement qui est en faveur de ta libération, qui s'inscrit dans la dynamique de la lutte réellement existante, la bourgeoisie, elle trouve que toi, tu deviens un prétexte pour cette lutte prolétarienne qui est le but principal de la répression. Les magistrats, à ce moment-là, trouvent que toi, tu coûtes moins cher dehors que dedans. À ce moment-là, ils donnent l'ordre de te libérer. C'est ce qui est arrivé à moi. Après pas mal d'années. Tout naturellement, les pas mal d'années, ça ne se compte pas. On ne compte pas quand on est des militants. Parce que ces années, ce sont des années de lutte. Pour celui qui est derrière les barreaux, comme pour ses camarades qui sont dehors. Toi, tu as fait 30, 40, 50 ans, peu importe. D'autres, ils sont morts, ils sont sous terre. Ils s'inscrivent dans la même dynamique de la lutte. À ce moment-là, toi, en tant que prisonnier, tu te comportes pas en tant que prisonnier qui lutte. Tu te comportes en tant que militant qui est en prison. Un militant qui milite dans des conditions particulières qui sont les conditions de l'enfermement. Ces conditions, elles te mettent en contact avec les précarisés qui sont en prison. À ce moment-là, tu vas développer des dynamiques bien déterminées et ton organisation aussi, elle va développer ces dynamiques concernant l'enfermement tout court. Et à ce moment-là, on peut dire que tu ne peux, en tant que prisonnier révolutionnaire, qu'abolitionniste, toi et ton organisation. Comme on vient de dire que la prison, elle fait partie de la panoplie à la disposition de la bourgeoisie. La population carcérale, elle appartient aux masses populaires de ce pays. Quand il y a un mouvement populaire, ça veut dire quand il y a des parents et des amis de la même strate sociale qui est en train d'agir dans la société, elle est en rapport avec la prison. Elle nourrit la prison parce qu'elle nourrit à travers la répression dont la bourgeoisie est le protagoniste principal. La répression, elle amène ces masses populaires en prison. Ils viennent avec leurs revendications, leurs consciences, etc. Il n'en demeure pas moins, il y a une marge entre le niveau du mouvement de masse et ceux et celles qui se trouvent en prison. Les mouvements sociaux, d'une manière générale, ils sont réprimés et ils ont leurs camarades en prison. Il y a une certaine politisation. Cette politisation, dans la spontanéité de la chose, elle est entachée par l'esprit petit bourgeois. Parce que les précarisés, normalement, quand ils cherchent à agir dans la société revendicative, ils cherchent des solutions particulière, personnelle. Il va aller voler la banque pour résoudre ses problèmes. En essayant ça, il nourrit la prison. La bourgeoisie gardienne de la propriété privée, tout naturellement, elle va le réprimer. Tout naturellement, toi, spontanément, tu es du côté de celui qui est réprimé. Et le mouvement social, quand il revendique des chose qui appartient à la même strate sociale. Ça veut dire quand ils demandent l'amélioration du niveau de vie, quand ils demandent l'abolition des taxes sur l'électricité, sur les machins, c'est cette strate sociale de la classe dangereuse, dite dangereuse, qui est concernée. Elle est concernée par la répression. Et c'est pour ça qu'elle nourrit la prison.
par des hommes et des protagonistes qui sont un peu plus politisés. C'est dans les moments d'euphorie sociale. Mais dans la dynamique globale de la répression, la prison, elle n'est pas les lieux le plus avancés. Elle devient un lieu avancé quand il y a une crise sociale explosive. Le rôle des camarades, c'est de profiter de cet espace pour propager la conscience politique, en fonction de la mobilisation qui se trouve dehors, en participant à la mobilisation qui est dehors. Il n'en demeure pas moins la répression en soi, dans l'absolu, elle est condamnable. Dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il y ait un mouvement social ou qu'il n'y ait pas. Qu'il y ait un mouvement social revendicatif ou pas, l'isolement, il est à abolir. Ça veut dire quand les mesures de répression, elles atteignent l'individualité de chaque individu, qui a volé, qui a violé, qui a chapardé, etc., etc. Toi, tu n'es pas pour, toi en tant que tu n'es pas pour sa destruction. Donc, toi, tu vas chercher autant que possible d'affronter les conditions des détentions. Pas simplement pour toi en tant que prisonnier porteur d'un projet politique, pour l'ensemble de la population carcérale. Toi, tu vas demander que quelqu'un qui, ça fait tant d'années qu'il est en prison, il faut qu'il ait une permission de sortie. Toi qui es dans une prison, tu es pour qu'il y ait des activités socio-éducatives autant que possible. Toi, tu es pour toute manifestation de révolte. Chaque fois qu'il y a une petite révolte, tu vas essayer de la pousser à l'extrême pour qu'elle se politise. Parce que toi, tu es pour que les agents qui sont issus de cette strate sociale la plus appauvrie dans la société, qui vient en prison en fait? Ce n'est pas les enfants de la bourgeoisie, ce sont les enfants des quartiers populaires. Ces enfants des quartiers populaires, quand il vient pas parce qu'il a lutté. Il vient parce qu'il voulait survivre dans une société de classe, il essaye de se débrouiller. Il se fourvoie en cherchant des solutions illusoires. Lui, il pense qu'il peut s'en sortir en allant faire ça ou ça, trafiquant ici et là. Et sa politisation n'est pas si facile que ça. Sa politisation, elle est très compliquée. Parce que lui, il ne faut pas oublier que la majorité des prisonniers n'ont pas passé leur vie dans le travail. Ça veut dire quand tu te trouves dans une centrale avec des hommes et des femmes qui ont des années, ça veut dire celui qui a 40 ans et qui n'a jamais travaillé, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est la notion de l'exploitation. Il a passé sa vie à chaparder ici, à voler ici, à traficoter ici, etc., etc. Mais les notions basiques de la conscience de classe, elles sont spontanées et elles ne sont pas formées et synthétisées. C'est à toi de travailler, mais ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas évident. Ça veut dire que c'est très difficile de politiser quelqu'un qui n'a jamais connu la notion de l'exploitation directement, qui n'a jamais été dans l'école des prolétaires, à savoir les syndicats, qui n'a jamais été dans des manifestations. Ça veut dire qu'il a 40 ans ou 50 ans, il a passé une vingtaine d'années, il est entré en prison, il est sorti, il est entré en prison, il est sorti, et puis il est rentré, et puis il se trouve avec toi, et il n'a jamais été dans une manifestation. Il n'a jamais fait un tract. Il est dans la démerde, il essaye de se démerder, et il essaie de s'en sortir avec sa famille, il a des enfants, etc., etc. La notion de classe, elle ne vient que quand il y a un mouvement de masse dans la société. Quand il y a l'histoire des gilets jaunes, il y a une politisation. Ce prisonnier qui est ici, qui a 30 ans ou 40 ans, sa sœur ou sa femme ou sa cousine, elle est dans les manifs des gilets jaunes. Au début, regarde, mais il est folle là, il est fou là, qu'est-ce que tu parles là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ça continue, le mouvement social, il commence à être avec. Il se sympathise pour la simple raison que c'est un terrain qui favorise la prise de conscience. C'est dans ce sens-là que l'organisation de masse, elle est censée de prendre en considération tous les protagonistes qui sont l'objet de la répression. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde, on peut le mettre dans le même sac. Celui qui a une expérience de trafic d'une vingtaine d'années, je ne peux pas le mettre avec le gamin qui est fils d'un ouvrier au chômage et qui est allé chaparder la caisse d'épargne à côté. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que celui qui a passé sa vie à voler, etc., et qui devient un petit chef de vol. C'est quelqu'un qui peut être sensible à la manifestation de la liberté, etc., mais il ne peut pas être l'avant-garde de la lutte.
Ça veut dire qu'il faut faire le distinguo. Il faut regarder de quoi on parle. Ça veut dire on parle de prisonniers. Prisonniers dans l'air, comme ça n'a pas de sens. On parle des lieux de détention. La majorité des prisonniers, par exemple, dans ce pays, ils se trouvent où? Dans quelles conditions ils vivent? Ça veut dire, si on prend la situation en France, il y a à peu près 86 000 prisonniers, je crois. La majorité, elles ne vivent pas dans des lieux décents. Ça veut dire qu'il y a des catégories de prisons. Il y a les maisons d'arrêt, il y a les centres de détention, il y a les maisons centrales. Les maisons centrales où il y a de longues peines et chacun il vit dans sa cellule, le propriétaire, on gère sa destruction globale, mais on ne le frappe pas tous les jours. Il mange. Et il est seul dans sa cellule. Et il ne va pas être violé par son copain, parce qu'il est seul dans la cellule. Dans les maisons d'arrêt, et où il y a la plus grande quantité de prisonniers, où on est à la limite de la survie. Ça veut dire quand on est dans une cellule faite pour 3 personnes, et on est 5. Il y a 2 qui vont dormir par terre. Il y a 2 qui vont être sinon les esclaves, du moins les larbins de celui qui est le plus ancien. Autrement dit, le moins conscient et qui est inscrit dans une dynamique marginale. Et à ce moment-là, la responsabilité des facteurs de la lutte, c'est à prendre en considération comment on aborde la prison. Et il devrait y avoir des catégories des avocats qui prennent en considération le mouvement carcéral. Il y a des moments où le mouvement carcéral peut jouer un rôle dans la conscientisation de la société. Ça veut dire quand tu regardes des maisons d'arrêt où les gens, on est en plein centre de la bête. Ça veut dire on est dans les pays les plus avancés. Et on trouve qu'on est regardé, et les cafards ils sont par terre et tu es obligé en tant que prisonnier de te protéger des cafards. Tu es par terre et toute la saleté et tout le machin, et la société ne le voit pas. C'est aux camarades de le faire voir. Et c'est là où il y a la majorité des prisonniers. Tout naturellement, dans ces lieux, il y a des contradictions, il y a une répression très forte. Tu la calcules en fonction de la proportion du suicide. Tout naturellement, la proportion des suicides dans les maisons d'arrêt, c'est 2 ou 3 fois plus que dehors. Tout naturellement, quand on se suicide, parce qu'on est dans une situation insupportable, les parents de suicider, c'est des pauvres gens. Ils n'ont pas les meilleurs avocats, enfin, qui savent parler. Ils ne savent pas comment faire. Il y a des associations. Les camarades devraient favoriser ces associations, sans avoir des illusions. Les prisons, ce n'est pas les usines. Les prisons, ce n'est pas là où il y a la classe ouvrière. Les prisons, il y a des marginaux. La marginalité, ce n'est pas quelque chose d'insulte. Il faut saisir qu'est-ce que c'est la classe ouvrière aujourd'hui et dans quel monde on vit. Les précarisés au niveau international, c'est la majorité des travailleurs. Et sur ce terrain-là qu'on doit saisir la question de la prison, tout en saisissant aussi la notion de l'aliénation, de la répression. Tout naturellement, c'est le rôle des camarades comme vous et comme les camarades ici dans des organisations qui prétendent être des organisations communistes, ça veut dire contre l'aliénation marchande, etc., etc. Il faut dire que la révolution palestinienne a un rôle historique dans le monde arabe. C'est la question qui peut faire bouger les masses populaires du Maroc jusqu'au Golfe. Parce que, d'une manière générale, la Palestine, elle est vue en tant que la blessure ouverte du monde arabo-musulman face à l'Occident. Il y a une injustice absolue et tout le monde le saisit.
Tout naturellement, la bourgeoisie arabe, elle était incapable de colmater cette blessure et les masses populaires n'ont pas pu jouer leur rôle pour diverses raisons, mais les diverses raisons, c'est pas ni lâcheté ni autre chose, c'est le mouvement de lutte des organisations arabes qui est en cause, les divers courants, les divers régimes, les divers régimes et les répressions, etc., etc. Ceci étant, la révolution palestinienne, pour moi, c'est un des leviers ou des principaux leviers de la révolution arabe. Autrement dit, je considère qu'il y a un monde arabe, une nation arabe, dont elle est formée de plusieurs centaines de millions d'hommes et de femmes. Ça veut dire les masses de cette nation, c'est à peu près 500 à 600 millions d'hommes et de femmes, dont le système ne peut pas assurer, ni même pas la régénérescence de la masse travailleuse. C'est pour ça qu'il y a les hommes et les femmes qui quittent le pays et qui se jettent à la mer pour trouver un lieu pour survivre. Autrement dit, le système capitaliste qui met la situation tellement difficile que ne peut pas assurer la régénérescence de la capacité ouvrière ou paysanne de ce pays. Autrement dit, la crise du capital dans son ensemble se répercute dans le monde arabe d'une manière directe. La Palestine est le lieu où tout est synthétisé, parce qu'il faut le voir. Qu'est-ce que c'est Israël? Cette entité, c'est quoi? Ce n'est pas une colonie, ce n'est pas une base militaire pour telle ou telle métropole. Israël, c'est le prolongement organique de l'Occident impérialiste dans son ensemble. Cet Occident impérialiste, il s'est formé dans un processus génocidaire historique, à commencer du nord d'Amérique jusqu'à l'Australie. Il ne s'est formé pas simplement dans une dynamique d'exploitation classe ouvrière et capitale. Non, il s'est formé dans un processus génocidaire. Ça veut dire, le nord d'Amérique, pour qu'il devienne États-Unis, il a fallu tuer plus de 20 à 25 millions de natifs d'Amérique pour que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud deviennent l'Amérique latine, autrement dit la latinisation de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud a coûté des centaines de millions de femmes. Pour que l'Australie devienne Australie, il a fallu éliminer la population aborigène, la population qui est le premier peuple construit sur cette planète Terre. Tout naturellement, ce prolongement organique, il porte toutes les stigmates de ce processus. Et ceux et celles qui sont, en termes de strate sociale, aptes à l'affronter, ce sont ceux et celles qui sont aptes à affronter les processus capitalistes de domination génocidaire. Ce génocide, en fait, ce processus, il a échoué. Il a échoué tout simplement parce qu'il a commencé à la fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Le peuple palestinien, en 1948-47, quand il y a eu la Nakba, il était à peu près 1 million. À peu près. Aujourd'hui, le peuple palestinien, s'il avait subi le sort des aborigènes, on aurait trouvé quelques traces dans les montagnes, dans les cavernes, dans les machins. S'il a subi le même sort des Incas ou des autres, ce serait dans les petits livres que tu les trouves. Aujourd'hui, le peuple palestinien, non seulement il continue à exister, il est devenu de moins de millions en 1947, il est devenu 14 millions et plus. Autrement dit, les processus génocidaires n'ont pas réussi. Et c'est toute la crise du projet sioniste. Cette crise que même à l'intérieur de l'espace restreint de la Palestine historique, le peuple palestinien aujourd'hui, il est à peu près 7 300 000 et quelques. La population des colons israéliens, il est à peu près 7 200 et quelques. Autrement dit, 200 000. Autrement dit, la population palestinienne à l'intérieur de l'entité, dans son espace historique, et elle est toujours majoritaire. Et c'est ce qui dit que cette population qui a pu résister, elle a résisté pour diverses raisons, que les aborigènes ou les latino-américaines ou les nord-américains n'ont pas eu à leur disposition. Le peuple palestinien, il a affronté
le prolongement organique en tant que représentant du Mashrek arabe dans son ensemble. Il n'est pas, ça veut dire la formation du peuple palestinien, elle s'est faite dans le processus de cet affrontement. D'où il est le levier de la révolution arabe. Il a affronté à la place de toute la nation arabe et tout en profitant de tout cet élan qui rassemble les Arabes. Et il exprime, ça veut dire quand on se rappelle que comment ça s'est fait les révoltes historiques du peuple palestinien. Quand on parle de la révolution de 35, 39, 35, c'est Azzeddin al-Qassam. Azzeddin al-Qassam, d'où est-ce qu'il vient? Il ne vient pas de la Palestine, il vient de la Syrie. Tel ou tel ou tel, c'est tout le Mashrek qui est autour de la Palestine, qui forme l'identité palestinienne. Tout naturellement, il faut regarder beaucoup plus à fond. Si le projet sioniste génocidaire, il a échoué, ce qui ne veut pas dire que les tueries ont diminué. Non, ils n'ont pas diminué, mais ils ont atteint leur mur de cul-de-sac. Il ne peut pas donner une solution. Le peuple palestinien, malgré toute la destruction, il est toujours en Palestine. Et il a autour de lui un tissu social historique qui est la nation arabe, qui n'est pas debout, qui affronte le colonialisme et qui est sous la direction bourgeoise, qui est incapable d'affronter. Tout naturellement, on se regarde, on dit comment le processus de la révolution palestinienne va se développer. Il va se développer dans le sens de la révolution arabe. Ça veut dire dans la transformation des protagonistes à l'intérieur du bloc social ayant intérêt au changement radical, à la libération, de telle sorte que la bourgeoisie ne soit pas la direction. Parce que tant que la bourgeoisie est la direction, elle ne peut pas affronter le prolongement organique, parce que le prolongement organique, c'est un prolongement capitaliste, du capital à l'état pur, en quelque sorte, dans la maison où la pureté ne veut pas dire des qualités de morale, à la différence de toutes les colonies qui ont existé historiquement. Le métropole de l'Algérie colonie, c'était la France. Le métropole de l'Amérique, c'était la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Le métropole de l'Australie, c'était le Royaume-Uni. Israël n'a pas de métropole. C'est le capital international qui est son métropole. Là où il y a la direction du capital international, c'est le métropole de cette entité. D'où la strate sociale qui va être apte à affronter cette entité. C'est la strate sociale qui est apte à affronter la métropole qui est le capital en soi. Et ce capital en soi qui est aujourd'hui en crise, ce capital qui s'est mondialisé aujourd'hui, il n'y a pas un capital national qui échappe à la rationalité de la mondialisation. Dans cette perspective, la Palestine, elle est plus qu'un vecteur de la révolution arabe. Il est le vecteur de la révolution arabe. C'est dans ce sens-là qu'on peut s'attendre tout naturellement que les masses populaire arabe, à un moment ou à un autre, elle va avancer dans son processus de libération pas simplement de l'entité sioniste, de libération de la bourgeoisie arabe aussi, parce qu'aujourd'hui, avec l'acuité de la contradiction du capital mondial, la bourgeoisie arabe s'est changée complètement, elle s'est aliénée complètement dans le camp de l'ennemi de la Palestine. Complètement, ça veut dire le processus où on le voit devant nos yeux à Gaza. À Gaza, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé à la bourgeoisie arabe de venir désarmer la résistance. Ça veut dire les processus militaires israéliens, américains, européens, allemands et autres étaient incapables de désarmer cette résistance. On demande aujourd'hui à la bourgeoisie arabe d'entrer dans un processus direct de désarmement de la résistance. Tout naturellement, ça va échouer parce que cette bourgeoisie arabe, elle n'est pas si forte, parce qu'il y a des masses arabes que dans ce processus-là, elles sont appelées à bouleverser cette bourgeoisie et à se former en tant que bloc social qui, tout naturellement, conscient de son rôle historique et de l'histoire tout court, est appelé à prendre le pouvoir. Dans ce processus-là, c'est le processus de la révolution arabe. C'est dans ce sens-là que la Palestine est le vecteur historique de la révolution arabe, beaucoup plus qu'un des vecteurs.
Dans la dynamique de la lutte anticoloniale, en fait, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie arabe, elle a été une petite bourgeoisie ascendante. C'est elle qui mène la lutte de libération nationale, pas simplement dans le monde arabe, dans le monde entier. La petite bourgeoisie, celle-là qui a mené la lutte de libération nationale, aussi bien en Égypte qu'en Syrie, qu'en Jordanie, qu'en Irak, qu'en Algérie et au Yémen. Elle a fait des réalisations si importantes qu'elle était soutenue par l'URSS et elle était à la tête de la gauche petit bourgeois au niveau international. Cette petite bourgeoisie qui, ascendante à cette époque, dans les années 50, 60, 70, atteint son apogée, elle a accumulé durant son parcours des ressources qu'elle pillait au moment où elle fait ses réformes. Arrivée à un certain moment, elle se transforme en bourgeoisie d'État. Ce n'est pas une question qu'elle trahit ou pas trahit, elle change de nature. D'une petite bourgeoisie ascendante, en contradiction avec le capital international, elle se transforme en bourgeoisie d'État qui cherche à se normaliser en tant que bourgeoisie dans le circuit global du capital. C'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé en Irak et c'est ce qui s'est passé au Yémen. C'est pas toujours facile de se normaliser parce que l'impérialisme est tout naturellement l'acuité du capital. Elle cherche toujours à racketer quelque part ces régimes contestataires à un moment ou à un autre. Certains ont échoué complètement dans la normalisation, si on prend la situation de la Syrie, si on prend la situation de l'Irak, etc. Et on peut dire que ce processus global de la bourgeoisie a atteint son apogée aujourd'hui, où elle n'est plus anticoloniale, elle n'est plus anticapitaliste, elle n'est plus avec des aspirations paysannes, de réforme des paysanneries, réforme de l'agriculture, de l'industrialisation du pays. Il n'y a plus d'URSS d'ailleurs. Et tout naturellement, tout ce parcours, il a entaché le processus de libération globale dans la région. Mais celui-ci, il ne faut pas qu'il nous fasse oublier que c'est une fraction de la bourgeoisie arabe. L'essentiel de la bourgeoisie arabe, à savoir la bourgeoisie du Golfe, la bourgeoisie de l'Arabie, la bourgeoisie du Maroc, la bourgeoisie de la Tunisie, il ne s'inscrit pas dans cette dynamique. C'est une fraction de la bourgeoisie, petite bourgeoisie, qui a été anticoloniale. Et ce n'est pas la bourgeoisie arabe qui était anticoloniale. Ça veut dire à aucun moment, la bourgeoisie du Golfe, elle était anticoloniale. La bourgeoisie de l'Arabie Saoudite était anticoloniale. La bourgeoisie du Maroc était anticoloniale. Elle est née dans le berceau du colonialisme. Et cette bourgeoisie, petite bourgeoisie, qui était à la tête du mouvement de libération, elle a atteint son apogée. Elle a cherché à se normaliser. Ça veut dire à s'inscrire dans le marché global du capital. Certains ont réussi plus ou moins, mais aujourd'hui, dans l'ensemble, les masses populaires, elles se trouvent à un côté et ces régimes ils sont à un autre. Mais il n'en demeure pas moins que les masses populaires, elles sont désorientées après ces expressions. Parce que l'expression de cette petite bourgeoisie, elle a cassé toute possibilité de contestation organisationnelle. Parce qu'il y avait des alliances globales, ces alliances globales avec l'URSS face à l'impérialisme. Il a inscrit dans son parcours, dans son processus, une radicalisation du courant réformiste qui n'accepte pas et ne tolère aucune forme de contestation organisationnelle. Ça veut dire la bourgeoisie du Ba'ath en Irak, ou la bourgeoisie nassérienne, ou la bourgeoisie syrienne, ne tolère pas un parti communiste qui soit contestataire. Avec l'appui de l'URSS, la normalisation de ces partis réformistes a été cautionnée par l'URSS et on l'a payé très cher et on le paye toujours très cher. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, cette bourgeoisie qui contestait l'ordre établi de la bourgeoisie réactionnaire arabe, aujourd'hui, elle est à la suite de cette bourgeoisie arabe. Cette bourgeoisie arabe du Golfe, quand on parle de celle qui s'est déplacée complètement de l'école de l'ennemi, c'est la bourgeoisie du Golfe, de l'Arabie Saoudite, et de celle qui a normalisé, ça veut dire celle de l'Égypte, etc., etc. Ils sont complètement dans le camp de l'ennemi.
Cette bourgeoisie-là, elle est réactionnaire d'origine parce qu'elle est née dans le berceau du colonialisme et non pas dans le berceau de la contestation du colonialisme. Mais celle qui est née dans les contestations du colonialisme, elle a été arrivée à un moment où elle a cessé d'être contestataire. Ça veut dire quand elle est arrivée à devenir une bourgeoisie d'État avec le capitaux qui étaient pillés lors du processus d'industrialisation, lors du processus de la réforme agraire, et ces capitaux qui étaient cachés en dehors dans les banques suisses, etc., aujourd'hui ils cherchent à se fructifier dans l'exploitation interne en s'inscrivant dans la dynamique globale du capital régional et international. C'est dans ce sens-là que cette bourgeoisie, elle est derrière nous. Mais celle-là, ce constat devrait nous amener qui va conduire le bloc social apte à faire face à cette situation. C'est ça, dans ce sens-là, la crise du projet national arabe et la crise du projet national palestinien. Ça veut dire, si la petite bourgeoisie a mené la lutte anticoloniale et atteint son apogée en devenant une bourgeoisie d'État, qui va faire la relève? Ces strates sociales qui devraient mener le bloc social ayant intérêt au changement, à l'affrontement anti-impérialiste, ne peut être que le prolétaire, et que le prolétaire avec son idéologie, idéologie communiste, etc., etc. C'est sur ces terrains-là où il y a l'affrontement idéologique à l'intérieur du bloc social et la formation de ce bloc social. C'est la condition de la victoire en Palestine et ailleurs, c'est que le bloc social soit conscient de ses intérêts historiques. Et une fois il est conscient de ses intérêts historiques, il sera conscient de l'histoire tout court, parce qu'il devient l'agent historique du changement. Ce n'est que dans cette condition qu'il y a la victoire, aussi bien sur l'impérialisme que sur le capital, qui est organiquement représenté aussi par l'entité sioniste. C'est cette condition qui n'est pas si facile à assumer et qui demande beaucoup de lutte, et tout naturellement les masses populaires arabes vont réussir à un moment ou à un autre à former le bloc social et à ce que le bloc social soit conscient de ses tâches historiques et en finir avec toute la dynamique du capital dans la région. Et à ce moment-là, il y aura un changement global, non seulement de l'ordre dans la région arabe, mais au niveau mondial, parce que ça change le rapport des forces à tous les niveaux. Enfin, la crise du projet national palestinien, il se trouve là-dessus, en fait. Il ne s'agit pas d'une bourgeoisie d'État. Il ne faut pas mélanger les choses. Ça veut dire que la bourgeoisie palestinienne, elle est caractérisée par sa marginalisation au niveau de la structure nationale palestinienne. Et ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie ascendante dans les années 50-60 en Syrie ou en Irak ou en Égypte. Ici, il y a un peuple précarisé, un peuple entier qui est précarisé. Et ce peuple précarisé, dans la précarisation existentielle, en fait, qui a se formé l'identité palestinienne. L'identité palestinienne dans la dynamique la plus intime de chaque Palestinien, c'est le camp. C'est cette précarisation existentielle. Quand on parle du camp, on parle d'un moment de destruction qui se renouvelle. Il n'y a aucun camp en Palestine ou en dehors de la Palestine qui n'a pas été détruit à un moment ou à un autre et se reconstruit. Dans cette dynamique-là, le rôle du bloc social, il est le bloc social des précarisés existentiellement parlant. Ce n'est pas des masses
qui se trouve dans un lieu où il y a un État bourgeois colonial ou semi-colonial. C'est une situation toute particulière, d'où l'importance du mouvement de libération nationale palestinienne, avec toute la complexité de toute cette dynamique. Quand on parle de Fatah, quand on parle de l'autorité palestinienne, quand on parle de l'OLP, quand on parle des organisations palestiniennes, c'est pas une question théorique qui est abstraite. On parle du mouvement de ces masses populaires précarisées qui ne se trouvent pas nulle part. Elles se trouvent sur un terrain dans le monde arabe où il y a des strates sociales parmi ces précarisés qui se trouvent dans les fonctions dans le monde arabe. Ça veut dire la direction de la lutte de libération nationale palestinienne qui a été Fatah. Fatah, c'est la mère de la révolution. Cette Fatah-là, elle n'est pas une organisation où on peut dire une traître. Elle est l'organisation qui est la révolution palestinienne, avec toutes ses complexités. Aujourd'hui, cette organisation qui a donné Oslo, ça veut dire qui a sacrifié en quelque sorte le projet national palestinien et a mis une limite à l'existence du peuple en tant que peuple, théoriquement, tout naturellement. C'est la même organisation qui a dans les geôles sionistes plus de la moitié des prisonniers. Il ne faut pas l'oublier, ça veut dire, ces Fatah-là dont tu parles, ces Fatah, les prisonniers palestiniens, ils sont plus que la moitié, qui sont des résistants à l'intérieur des geôles israéliennes. C'est le même Fatah qui donne des fidayines aujourd'hui, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie et ailleurs. La direction qui se trouve à la tête de Fatah, elle est plurielle en quelque sorte. On peut dire que le capital comprador palestinien s'est marié à la bureaucratie de le mouvement de libération nationale pour donner ce qu'on appelle l'autorité palestinienne aujourd'hui, avec toutes les concessions qu'on les voit devant nos yeux. Tout naturellement, le problème, il est autrement plus compliqué qu'une question qu'il y ait une déviation. Il ne s'agit pas d'une déviation, il s'agit d'un progrès de la lutte qui a amené une fraction de la bourgeoisie palestinienne qui s'est emparée du mouvement et qui s'est mariée avec le capital comprador, qui collabore tout naturellement en tant que capital comprador avec le capital réellement existant dans la région et qui s'inscrit dans sa dynamique globale. Mais tout son point, il est archi-marginal dans la dynamique de la lutte globale. Ça veut dire que le capital palestinien n'est pas le capital qui existe en Arabie Saoudite ou en Égypte ou au Liban. Où il est marginal par rapport au mouvement global, mais il est très important en tant que fraction de l'expression palestinienne. Son importance, c'est qu'il se trouve dans le mouvement qu'on appelle le levier de la révolution arabe. Ça veut dire son importance, c'est sa palestinité, et non pas son poids économique, et non pas son influence au niveau du mouvement du capital de la région. Quand on parle du capital de la bourgeoisie arabe qui s'est investie aujourd'hui dans le camp de l'ennemi, on parle d'un capital qui a un poids réel au niveau économique, au niveau de l'économie mondiale, dans la dynamique globale des contradictions interimpérialistes, qu'il soit avec la Chine ou qu'il soit avec la Russie, qu'il soit avec les Américains ou pas, ça change au niveau de rapport de force au niveau international. Le capital palestinien, il devient archi-insignifiant à ce niveau-là. Par contre, politiquement, il est très important. Parce que politiquement, le mouvement palestinien, il est à l'avant-garde de la contradiction anti-impérialiste, anti-sioniste, du moment où Israël, c'est un prolongement organique du capital international. Ça veut dire qu'il faut pouvoir voir les nuances entre la bourgeoisie arabe et la bourgeoisie qui est investie au sein de la révolution palestinienne. Il y a plus qu'une nuance, il y a une différence qualitative en quelque sorte. Quand tu parles de la bourgeoisie d'État égyptien, aujourd'hui c'est une bourgeoisie tout court. Quand tu parles de la bourgeoisie irakienne, c'est une bourgeoisie tout court. Quand tu parles de la bourgeoisie syrienne, c'est une bourgeoisie tout court qui n'a pas réussi sa reconversion au niveau international. C'est pour ça que la société, elle s'est effondrée. La même chose en Irak, ce qui ne s'est pas passé en Égypte. En Égypte, il y a un État bourgeois dans un pays soumis
dans le pays du périphérie qui est à l'ordre et qu'on attend d'un moment à l'autre que le bloc social s'en débarrasse. La situation palestinienne, c'est plus compliqué que ça. Parce que la situation palestinienne, on n'a pas une classe qui gère la société tout court. On a les martyrs, on a les prisonniers, on a les mouvements de la lutte armée, on a la dispersion de ce peuple dans des camps. On a le camp. Le camp en soi, c'est plus qu'un argument. Le camp palestinien, il est demandé aujourd'hui de la part de l'impérialisme d'en finir avec les camps, l'existence même de ce camp. Parce que ce qui est demandé, en finir avec la cause palestinienne. Pour que tu puisses en finir avec la cause palestinienne, il faut que tu en finisses avec la palestinité de tout Palestinien. Et la palestinité, elle est inscrite dans la dynamique des céruelles des camps. Le camp, il est ingérable. Ingérable dans le sens du capital. C'est un lieu où il y a un ensemble de précarisés existentiellement. Quand tu détruis un camp, tu fais quoi? Tu l'as détruit ici. Tu l'as déplacé. Parce que quand tu détruis un camp, il va se reconstruire ailleurs, en tant que camp. Contrairement au camp qui est fait économiquement à travers des catastrophes, etc. Ici, c'est un camp politique depuis les débuts. Chaque fois que tu as un camp, tu as l'identité palestinienne. L'identité palestinienne, elle s'est construite avec ce camp. Et durant tous les processus parcourus, durant plus d'un siècle, ça veut dire quand tu parles de Gaza, Gaza c'est quoi? C'est un ensemble des camps. 80% des habitants de Gaza, ce sont des réfugiés. Des réfugiés, pas économiquement, des réfugiés dans le sens que le mouvement anticolonial qu'il a produit et l'agression coloniale qu'il a produit. Donc, c'est existentiellement la précarisation. Ça veut dire aujourd'hui, il y a un camp, demain, il est détruit, on se déplace ailleurs. Quand on se déplace, père, mère, frère, sœur, etc. Existentiellement, ça change de lieu. Et ça change de fonction et de travail. Quand on est ici, quand on a un camp à Sabra et Shatila, et on vient le détruire, il va se construire ailleurs. Les fonctions sociales occupées par les diverses personnalités de ce camp, elle va changer de lieu et elle va changer de fonction. C'est la précarisation existentielle qui est à l'ordre du jour à ce moment-là. La gestion de cette précarisation, c'est la tâche des révolutionnaires palestiniens. Où est-ce qu'on est? On est très loin. En 69-68, il y a eu la révolte de ces camps. On a pu imposer le retrait de l'ordre bourgeois des camps. Il n'y avait plus des polices, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de représentants de l'ordre du pays qui est le Liban. Le statut des camps, il est devenu un statut d'extraterritorialité. Cette extraterritorialité, elle était au bénéfice du mouvement révolutionnaire. Ça veut dire, à partir de 68-69, on se rappelle historiquement, 68-69, au niveau mondial, il y a un mouvement mondial de libération, etc., où les étudiants jouent un rôle important. Ça n'a pas été sans effet sur la situation des précarisés existentiellement. Ça veut dire, si le mouvement de 68, on a du mal à la saisir en termes de place ouvrière qui est dans l'usine, on a du mal à saisir le mouvement des Palestiniens ou la lutte armée qui va donner l'identité aux Palestiniens, l'identité du camp. Ça veut dire 68-69, on a les accords du Caire au Liban entre les Palestiniens et les Talibanais. En fonction de ces accords, il y a l'extraterritorialité, non seulement du camp, mais de la frontière avec Israël. Ça veut dire qu'il y a une région où le fidéisme, c'est eux qui gèrent cette région. Et c'est fonction de la lutte armée. Ça veut dire que c'est fonction d'un agent subjectif qui entre sur le terrain de la dynamique de classe. Ce n'est pas parce qu'il y a une classe ouvrière et une bourgeoisie et en fonction de cette crise de capital qui nous... Non, c'est en fonction d'une initiative subjective de la lutte armée qui est devenue un agent plus qu'économique. Mais il s'est atrophié courant faisant, et il est devenu une sorte d'État sans qu'il y ait un État. D'où l'échec de la gauche palestinienne. On n'a pas pu transformer les camps qui avaient un statut, et qu'il a toujours encore,
d'extraterritorialité de l'ordre bourgeois. On n'a pas pu la transformer en zone libérée, zone semi-libérée. Libérée de quoi? Libérée du capital et de ses valeurs. On a été incapable de le faire. Qu'est-ce qu'on a eu comme processus? On a eu un processus de détérioration. C'est le camp, il s'est transformé en source de bordel, de trafic, de prostitution, de tout et n'importe quoi. À un moment où les forces principales, ils disent, bah, ces armes-là, on ne peut pas les gérer. On va les donner à l'État, qu'elles viennent nous arranger. Tout naturellement, ça entre dans toute la dynamique globale du bordel de la bourgeoisie dans cette région. Tout naturellement, la gauche palestinienne, ça veut dire le FPLP, le FDLP, le Parti communiste palestinien, il est appelé à assumer des tâches. Est-ce qu'il peut? J'en sais rien. Il va faire le nécessaire. Est-ce qu'il va être à court terme? À court terme, il va lutter. Il va lutter. Et c'est fonction de cette lutte qu'on peut garder le vecteur de la révolution arabe. Ça veut dire, la tâche, elle n'est pas si mince que ça. Et l'explosivité de la situation est que le camp, on ne peut pas le détruire. Pour le détruire, il faut anéantir le Palestinien. Et on ne peut pas les anéantir. On a procédé à travers des mesures qui sont un aspirateur des Palestiniens vers l'étranger, loin. Il n'est pas comme l'Égyptien qui va aller travailler en Europe ou qui va se jeter à la mer. Ici, le but, il est politique, l'aspect. Ça veut dire que le Canada, elle va essayer autant que possible d'aspirer tous les cadres, tous les étudiants, tous les intellectuels, tous ceux qui ont une petite mémoire, une petite connaissance, un petit niveau scientifique, pour qu'il aille travailler là-bas, avec toutes les facilités pour que le camp cesse d'exister, soit privé de toutes ses capacités identitaires. Les institutions internationales gérées par le capital, ça veut dire l'UNRWA, etc., et les ONG, etc., ils mettent des conditions dans les écoles. Dans les écoles, il ne faut pas que tu portes le foulard. L'autre jour, il y a eu un problème à ce niveau-là. Une fille qui vient avec le foulard, on ne veut pas, non, c'est interdit de venir. Le prof, il ne faut pas qu'il enseigne ça, toute la matière historique, etc. Ça veut dire que tout est fait pour combattre l'identité de ce Palestinien. Mais l'identité, elle est inscrite dans les ruelles du camp. Tant qu'il y a ce camp, il y a cette identité. On ne peut pas séparer l'identité de ces ruelles. Et si on détruit le camp, on met l'armée, aujourd'hui, partout dans les camps, il est entouré des blocages de l'armée libanaise. Tout naturellement, ça ne peut qu'accentuer l'identité palestinienne, contrairement à ce qu'on pense. Ça veut dire, la bourgeoisie, toujours, elle travaille comme le capital à court terme. Elle ne peut pas travailler à long terme, parce que le long terme, il est en crise. Et toutes les solutions, c'est à court terme. Ce court-termisme ne peut pas gêner tellement le mouvement identitaire palestinien. Et le mouvement identitaire palestinien, il est inscrit dans une dynamique globale arabe. Donc il est appelé toujours à être le refuge de tous les précarisés libanais et syriens et irakiens. Ça veut dire quand tu es dans un camp, quand vous étiez, je ne sais pas où vous étiez, à Sabra et Shatila ou ailleurs, quelle est la proportion des Palestiniens à Sabra et Shatila? Moins de 20%. Mais il n'empêche, c'est un camp palestinien. Qui y habite? Il y a tous les Arabes qui sont comme les Palestiniens précarisés, qui se trouvent chez eux dans la précarisation du camp. Donc, ce vecteur de la révolution, pour qu'il joue son rôle, il faut qu'il y ait les protagonistes de la lutte, soit d'une capacité à gérer ses potentialités. Tant qu'il n'y a pas ces capacités, le bloc social, il va continuer à patauger et il va y avoir des dégâts. Mais finalement, il va arriver à un moment ou à un autre à former le bloc social apte à faire face à le processus d'anéantissement dont il est l'objet, le peuple palestinien. Tout naturellement, c'est pour que je prolonge votre question, pour qu'il n'y ait pas une sous-question après, la situation au Liban aujourd'hui, elle est cruciale. Aujourd'hui, le Liban, il est beaucoup plus que la Palestine, les sources de soucis pour toute la bourgeoisie arabe. La bourgeoisie arabe ne peut pas vivre en convivialité avec cet ordre qui se trouve au Liban. Il y a une résistance. Et il y a des gens qui disent non et qui ne veulent pas accepter la normalisation avec l'entité sioniste. Aujourd'hui, il est demandé de ce petit pays, c'est un petit pays trop petit. C'est le Liban, il est moins de 10 000 kilomètres.
et avec une population un peu particulière. La convivialité entre les régimes arabes et cette entité, elle est problématique. Ici, il n'y a eu jamais et il n'y aura jamais une dictature d'une strate sociale qui peut militariser les rapports sociaux. Il y a un système confessionnel dont l'État joue le rôle de gardien du processus de dégénérescence, pour qu'il n'y ait pas une société, qu'il reste toujours des communautés. C'est un peu compliqué pour vous. L'important, c'est le système. Il ne donne pas une dictature fasciste directe. Il donne des organisations fascisantes au niveau de la base. On peut trouver des supports comme ceux qui ont fait et qui ont participé au massacre de Sabra et Shatila, etc. Tu peux trouver des petits supports. Mais l'État en tant qu'État, c'est la conséquence de l'accord interbourgeois de l'ordre établi au Liban. Ça veut dire la bourgeoisie sunnite avec la bourgeoisie maronite, avec des caractéristiques confessionnelles qui empêchent l'émergence du bloc social ayant une identité collective qui est capable de finir avec la bourgeoisie tout court. Tout naturellement, le processus révolutionnaire est dirigé vers la construction du bloc social. La construction de ce bloc social ne peut pas se faire en dehors de la lutte aussi du peuple palestinien, parce que le rapport avec la Palestine, il est un rapport historique. La lutte armée, il a commencé dans les années 68-69 en Palestine et ailleurs, et le Liban, il fait partie de ce terrain-là. Depuis 68-69, il est le terrain principal de la lutte. Les rapports avec la révolution palestinienne, il y a un rapport organique. Tout naturellement, la bourgeoisie arabe, elle va mettre tout son poids avec Israël, avec les impérialistes de tous bords, américains, français, allemands, etc., pour casser cette dynamique. Ça veut dire pour casser les représentants de la non-normalisation avec l'entité. Ils vont arriver à certains acquis, parce que la non-normalisation, aujourd'hui, elle est gérée par tout un bordel. Ce n'est pas la classe ouvrière et ce n'est pas les communistes qui la gèrent. C'est toute une population où la bourgeoisie chiite joue un rôle essentiel. Si les camarades communistes, et entre autres, ils sont conscients de s'investir directement dans la lutte de la résistance, ils peuvent empêcher par leur simple présence la bourgeoisie chiite de composer avec la bourgeoisie maronite. S'ils ne s'investissent pas complètement, et ce n'est pas évident, et la bourgeoisie, elle va finir par agir en tant que bourgeoisie, et elle va chercher ses intérêts et casser la dynamique de la résistance. La résistance, elle a des atouts. Elle a beaucoup de martyrs, donc elle a un tissu historique qui est très solide. Les dirigeants de cette résistance, ils sont tous des martyrs. Ce n'est pas facile de marcher dessus, c'est encore très tôt. Et la communauté qui est le socle charnel de la résistance, il se trouve que c'est une communauté chiite qui se trouve sur la frontière et qu'Israël ne peut pas accepter parce qu'elle est incapable de l'épurer. Ça veut dire d'enlever les protagonistes de la lutte de cette... Donc, les contradictions, elles sont des contradictions organiques. Et tout naturellement, le rôle des communistes, il est essentiel à ce niveau-là. On œuvre dans ce sens-là pour qu'ils s'investissent beaucoup plus que ça. Ça veut dire pour que les martyrs qui tombent tous les jours, il y a des martyrs tous les jours. Même maintenant, aujourd'hui, demain, après-demain, il y a tous les jours des martyrs qui tombent au Liban. Mais il s'appelle Hassan Mustafa... Hussein, ils sont d'une communauté. Il faut que les communistes tombent des martyrs aussi, pour que le socle de l'identité nationale soit le socle de l'identité collective qui dépasse le clivage confessionnel. C'est dans la dynamique de ce socle que se construit le bloc social et ça se construit son identité de classe. On espère arriver à temps avant qu'il nous écrase tous. Tout naturellement, le petit pays, il a trop peu de ressources. Ces ressources, ils sont assez suffisants pour que la résistance soit forte. Et tous les espoirs sont que la dynamique de cette résistance va amener à ce que les mouvements des masses, là où il y a des millions
des prolétaires et des sous-prolétaires et des précarisés bouge. Ça veut dire l'Égypte et la Jordanie. Ça veut dire tout l'espoir de la résistance ici. Si on va se mettre sur des pieds et on regarde lucidement la situation, ça veut dire le rôle des communistes va jouer pour qu'on puisse tenir jusqu'à ce que l'explosion arrive en Égypte et jusqu'à ce que l'explosion arrive en Jordanie. Si jamais elle n'arrive pas, on va être dans l'histoire comme ceux qui ont sauté pour attraper le ciel. Mais tout naturellement, on va arriver parce que la capacité du mouvement de masse elle est très forte et les structures le permettent. Tout naturellement, c'est pas, on n'aura pas deux plans, deux champs de bataille très clairs. Ici, il y a les bons gens, ici, il y a le mauvais. Non, on a un chantier où il y a des communautés. On est enchevêtrés. On a en même temps dans le bloc des traîtres, des gens qui sont en rapport avec l'impérialisme, avec Israël, et on a des gens qui sont prêts à se faire exploser face à cet impérialisme et à ces entités sionistes, etc., etc. Le parcours, il est très difficile et tout naturellement, l'impérialisme, il met tout son poids pour éliminer les cadres dans ce mouvement. Et c'est pour ça, enfin, il faut essayer de naviguer contre vent et marée, et c'est pas toujours évident. Le rapport entre le mouvement ici et le rapport avec le mouvement en Europe et ailleurs, ça veut dire entre les centres et les périphéries, se construit dans la dynamique de la lutte. Tout pas en avant ici, c'est un pas en avant chez vous. Tout pas en avant chez vous, c'est un pas en avant ici. La lecture, elle sera châtrée si on se limite à ce constat. En fait, ce qu'on est en train d'affronter, ici, on a le bloc qui constitue un prolongement organique de l'impérialisme occidental, de l'Occident impérialiste. Il est arrivé à bout de souffle et il est l'expression fascisante de ce capital, de ce prolongement. En même temps, la dynamique globale du capital ne peut pas aujourd'hui donner que du fascisme dans les centres de la bête, dans les centres du système. C'est pour ça on voit d'un côté comme de l'autre, la lutte antifasciste, elle va prendre sa dimension la plus étendue. Dans ce sens-là, on peut comprendre l'intensité du mouvement en Europe aujourd'hui pour la Palestine. C'est pas une découverte passionnelle de l'amour de l'humain chrétien qui regarde les blessures de Palestine, des enfants qui pleurent, etc. Des enfants qui pleurent, il y en a partout dans le monde. C'est pas ça qui fait bouger les gens. Les gens, ils bougent en Europe aujourd'hui pour dire deux choses. Que ici, il y a du fascisme, là-bas, les Netanyahou, et ici, il y a du fascisme ici qui est Mélanie, qui est Marine Le Pen, qui est le AfD, etc. Dans la dynamique de ces deux antifascismes se construit l'identité communiste, en fait, et devrait, en principe, se construire. Et le bloc social, aussi bien ici que là-bas, ce bloc social, il se construit dans la dynamique de la bataille contre cette fascisation en cours. Ça veut dire qu'il y a un processus de fascisation en Europe, qu'on le voit à court d'œil, comme ça, il suffit de regarder pour le voir au niveau des petits lois qu'on les prend. On le voit dans les prisons, on le voit dans les manifestations, on le voit dans l'usage de la violence, on le voit dans les restrictions et dans les lois que la bourgeoisie accouche chaque fois. Et la même chose chez nous. On le voit dans la dynamique globale de la répression dans le monde arabe dans son globalité. Et on a vu que le fait qu'il y ait des manifestations intensives chez vous, des petites initiatives qui ont accouché de ces initiatives, comme l'histoire des bateaux, etc. L'impact ici, il est énorme. Il est énorme au niveau le moral des protagonistes de la lutte. Déjà, il est énorme, il se lève très haut et il ouvre l'espace pour les protagonistes communistes de voir quelle est la dynamique du capital. Ça veut dire quand on est ici à Gaza ou ici, et on regarde et qu'on est à la veille d'une potentielle ou d'une probable guerre mondiale, on est appelé à faire des petites analyses, peu importe combien elle va être approfondie.
Mais cette analyse, elle va nous faire voir les problématiques du capital. Et à ce moment-là, on est obligé, en tant que protagoniste de la lutte révolutionnaire, de parler des zones comme les camps, des zones qui sont semi-libérées, qui ne sont pas libérées, mais semi-libérées. Comment gérer une zone semi-libérée? Et à ce moment-là, tu es obligé de regarder comment s'est construit les zones semi-libérées. Si en France ou ailleurs, on a parlé des ZAD, les zones à défendre, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a une grenouille qui passe d'ici, etc., etc., sans que ce soit anecdotique. Sans que ce soit anecdotique. On est appelé ici à aller un peu plus loin, ou beaucoup plus loin. Comment construire le bloc social face à la dynamique globale du capital. Ça veut dire comment construire un bloc social dont les aspirations ne sont pas des aspirations de la marchandisation. Comment se débarrasser de la marchandisation tout court. Ça veut dire comment construire l'identité prolétarienne des blocs sociaux précarisés existentiellement. C'est des tâches très importantes, mais ça demande beaucoup d'efforts et tout naturellement, c'est pas donné d'un seul coup. Mais il est presque inéliminable les rapports avec l'autre bord de la Méditerranée. S'il n'y a pas ce mouvement et s'il n'y a pas ce lien, il y a une incompatibilité entre les propositions de construire des zones semi-libérées et avoir la bourgeoisie à la tête du bloc social. Pour que l'on puisse avoir une potentialité d'avancement, il faut qu'il y ait ce lien qui est quotidien en fait, que ce soit votre arrivée ici ou que ce soit les gens qui sont de là-bas, de l'autre côté, et ça construit des liens de lutte. Pour le moment, les luttes, elles prennent cette forme. Il n'est pas dit que cette forme est la seule forme qui est proposée et qui est proposable. Pour le moment, il y a des manifestations de soutien. Demain, on peut trouver qu'il y a d'autres tâches que le camarade suisse, il peut la faire. Hier, avant-hier, il y avait des soutiens financiers, je ne sais pas quoi, etc. Demain, il y aura d'autres choses. Et tout naturellement, c'est fonction de la capacité des camarades qui opèrent au sein de la bête, dans le ventre de la bête en Europe, et de la capacité de la structuration du bloc social ici, que ça dépend du sort de la révolution. Le sort de la révolution, non seulement au niveau de l'Europe et du monde arabe, mais au niveau mondial. Si on est en train d'aborder la crise du capital, pas en termes de propagande de bas niveau. Si on est certain qu'on fait des analyses sérieuses, que la mondialisation, elle a amené à ce que le seul traîneau qui est porteur d'une potentialité disons, des solutions à la crise de la surproduction du capital. Ça se passe par l'armement intensif au niveau global. L'armement intensif au niveau global en tant que terrain traînant de l'économie a besoin d'un marché de consommation. Il se trouve que les bombes et les missiles, on ne peut pas les manger comme ça. On les mange en détruisant des pans entiers de la population. On est à la veille de ça. On est à la veille et le seul antidote à cette consommation de la marchandise armement, c'est la révolution dans ces pays. Tout naturellement, la révolution, que ce soit ou le mouvement révolutionnaire, quand le mouvement révolutionnaire avance, en Suisse ou en France, ou etc., etc., la consommation, elle cesse d'être à la portée du capital. Ça veut dire l'éclatement de la guerre cesse d'être une guerre mondialisée. Ça veut dire quand les prolétaires français occupent le terrain de la lutte au quotidien, l'armée française ne peut pas aller se battre contre une autre armée. Elle va s'occuper des masses populaires jusqu'à ce que les masses populaires bouleversent toute la table et prennent le pouvoir. Tout naturellement, ces processus passent en même temps avec le processus ici, de ce côté. Ce n'est pas toujours au nom du prophète et des machins qu'on va réussir à affronter. Tout naturellement, pour que le processus révolutionnaire puisse avoir de l'élan, il faut que toutes les catégories du patrimoine soient épurées.
soit épuré, à savoir, ça veut dire soit dénoncé et remplacé par d'autres perspectives. L'égalité de l'homme et de la femme, la question de l'enfant, la question de circulation des marchandises, la marchandisation, etc., etc., doit être affrontée par les organisations qui gèrent les zones semi-libérées. Et il faut avoir la capacité de voir qu'est-ce que c'est les zones libérées ou semi-libérées et comment les gérer. C'est pas si évident que ça. Il y a des expériences devant nos yeux, des expériences où la bourgeoisie, la petite bourgeoisie qui gérait les zones qui étaient semi-libérées, entre parenthèses, et qui ont donné ce qu'on voit devant nos yeux. Et l'espoir, c'est que le mouvement de masse, il a une expérience très ancienne et il va s'en sortir. Et tout naturellement, vous, en voyant les jeunesses de chez vous se mobiliser, il y a plein d'espoir qu'on arrive à faire face à au capital et à sa crise, et que la période des transitions soit l'agonie du capital, la transition entre le capitalisme dans son agonie, et le socialisme soit tout un processus qui s'accomplit de deux côtés de la Méditerranée, enfin, entre autres.